Alors j'espère que nous allons maintenant avancer un peu dans la discussion sur les solutions, puisqu'on a déjà évoqué beaucoup de problèmes. Et alors les solutions, c'est toujours plus difficile, si vous voulez, mais je pense que le thème que nous avons proposé pour cette troisième partie, c'était mettre la finance au service de l'intérêt général, alors que c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais nous allons entamer ça un peu par deux biais que je trouve parfaitement complémentaires, parce que nous avons avec nous Nicolas Boulot, qui est mathématicien à ma droite et qui est un professeur émérite à l'école Pont, des Ponts, ParisTech, maintenant on dit l'école de Pont ParisTech, qui s'est beaucoup intéressé par le passé à la titrisation et des choses comme ça, mais qui va nous parler aujourd'hui des indicateurs, de signaux prix. J'espère qu'à travers ça, on va voir comment on pourrait réorienter la finance vers autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça, c'est juste un des volets, parce que c'est très facile d'inventer des choses. Il faudrait faire ça, changer cela. Et je suis membre des Finance Watch, je ne suis pas le seul membre, il y a plusieurs ici. Donc nous savons tous que c'est difficile de changer la régulation européenne, c'est aussi difficile de changer les régulations nationales. Donc c'est difficile à tous les niveaux dans ce système-là. D'où l'intérêt d'aborder la question par un autre biais qui est parfaitement complémentaire, et c'est là où Amandine Albizati, c'est ça, nous parlera un peu de son expérience à la NEF, que vous connaissez sans doute parfaitement, donc une de ces banques éthiques qui font différence. Moi-même, je m'y suis intéressé ces derniers temps à la finance solidaire, à son potentiel. C'est un domaine absolument passionnant qui est en pleine croissance d'ailleurs. Aujourd'hui, si vous voulez faire sens de votre argent, il y a une maintes occasions et opportunités pour le faire, hein. Vous pouvez investir, acheter des parts sociales dans des coopératives qui investissent dans le logement social. Il y a des fonds solidaires, fonds d'investissement solidaires qui travaillent à l'échelle des territoires. Il y a énormément de choses. Il y a des sociétés foncières comme Terre des Liens. Il y a les banques éthiques, Triodos, la NEF et d'autres. Donc il y a énormément d'initiatives par le bas où les citoyens s'impliquent directement. Et évidemment, le changement viendra de ce côté-là. Hein. Ça veut dire, d'un côté, il faut poursuivre ce travail très difficile pour changer la régulation globale. De l'autre côté, il y a notre implication quotidienne. Et donc, je pense que si nous allons faire le tour un peu de ces deux approches, ça sera déjà ça de gagner. Alors, je propose qu'on commence par Nicolas. Merci. Je ne vais peut-être pas directement parler de solutions, mais d'abord d'un diagnostic. Et je crois que quand on est dans le diagnostic, on n'est pas très loin des solutions. Donc je vais parler de finance, je vais parler d'économie, de pensée économique dominante et également d'environnement. Alors la première remarque sur laquelle je voudrais insister, c'est que le cœur de la pensée économique contemporaine et de ses racines qu'on appelle l'économie néoclassique, qui est la pensée du XIXe siècle, la première pensée formalisée en économie, c'est le signal prix. C'est quoi le signal prix? C'est de dire que le prix et l'évolution des prix, c'est une donnée fondamentale pour l'entrepreneur pour gérer ces projets et également pour tous les acteurs économiques, le signal prix. Cette idée qui est très ancienne a été reprise d'une façon tout à fait magistrale par l'économiste Friedrich Hayek juste après la guerre. C'était la période des deux blocs et il s'agissait d'expliquer la supériorité de l'économie libérale. Je vais vous lire son paragraphe. Il est absolument merveilleux. C'est plus qu'une métaphore de décrire le système de prix comme une sorte de machinerie pour l'enregistrement des changements.
ou un système de télécommunication qui permet aux producteurs individuels de regarder simplement le mouvement de quelques indicateurs, comme un ingénieur peut regarder les aiguilles de quelques cadrans, afin d'adapter leurs actions aux changements dont ils ne peuvent jamais savoir que ce que reflète le mouvement des prix. Autrement dit, le chef d'entreprise, il est comme un ingénieur avec ses cadrans et il a les prix qui le concernent pour ses fournitures, pour ses, vous savez, c'est ce qu'on appelle en économie la fonction de production. Il a des coûts en capital, des coûts en travail. Et donc, c'est les prix qui vont lui indiquer ce qu'il faut faire, s'il faut acheter moins de tel métal, le remplacer par tel autre, en fonction des prix. C'est une idée majeure qui reste encore au cœur de l'économie contemporaine. Alors, devant cette importance du signal prix, je voudrais maintenant dire quelques mots sur la réalité de l'économie néolibérale. Et pour ça, quelques mots historiques. Plusieurs des orateurs précédents et des discussions ont établi une sorte d'évolution assez marquée. Pour moi, la date importante, c'est 1973. Mais peu importe le détail, c'est parce que je me fonde sur le fait que... Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Je me fonde sur le fait qu'à cette date-là, on a inventé de nouvelles façons de gérer les risques sur les marchés financiers. Je ne rentre pas dans les détails. Néanmoins, s'il y a des questions, on peut expliciter ça davantage. Ça a coïncidé avec la généralisation dans le monde entier et dans toutes les places financières de ce qu'on appelle les marchés organisés. On a parlé des marchés financiers, c'est bien la même chose, et qui sont des marchés qui sont organisés sur des grandeurs économiques, mais également sur les risques. C'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Ces marchés ont été organisés donc pour mettre en marché les grandeurs que sont les devises, les matières premières, les actions, mais également les risques, c'est-à-dire des produits dérivés qui sont des produits à terme, selon la base de cette décision, à mon sens, on peut analyser les choses historiquement différemment, c'est fondé sur un théorème, le théorème de Arrow et Debreu sur l'existence d'un équilibre dans les marchés pourvu qu'il soit adossé, complété par des produits dérivés. Ça, c'est la période fin des années 70. Puis vient la période 80-90, qu'on appelle la période de dérégulation ou la période Thatcher-Reagan, où on a essayé d'enlever toutes les barrières qui pouvaient gêner l'établissement des marchés. Et en fait, ça a contribué à installer la puissance des marchés financiers dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, les marchés financiers sont la référence. Les exemples déjà ont été nombreux qui ont été avancés. Si vous prenez un petit agriculteur en Inde, il va vendre sa récolte à un grossiste et le grossiste va lui imposer les prix des cargos qui sont les prix des marchés financiers. Et donc ça, c'est la période 80-90 avec la mise en place de ces marchés organisés pourvus de leurs produits dérivés. Et puis, je pense qu'il y a une période très importante aussi qui est exactement le tournant des 2 siècles, le début des années 2000, avec la mise en marché du crédit. On en a parlé, la titrisation, on fait des paquets avec les risques et on échange les risques au niveau mondial. Alors, le point que je veux souligner, c'est que, entre ce que j'ai dit au début, le signal prix, Hayek, et puis ce qui a été mis en place dans les marchés financiers, il y a une contradiction fondamentale. C'est que sur les marchés financiers, les tendances des prix, on ne les voit pas.
les marchés financiers sont forcément très agités. Alors c'est un point sur lequel on pourra discuter s'il y a des questions. Ils sont très agités, c'est ce qu'on appelle la volatilité, de façon intrinsèque, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de marché spéculatif, c'est-à-dire, j'appelle spéculatif un marché sur lequel on peut acheter et vendre immédiatement, des quantités qui ne sont pas limitées. Il ne peut pas y avoir de marché spéculatif sans que les prix s'agitent énormément. Il y a plein de raisons, sans faire référence à des grandes théories comme la théorie de l'arbitrage, sur laquelle se fondent tous les traders actuellement. Vous comprendrez bien que si c'était visible que les prix de telles denrées montaient, immédiatement les gens en achèteraient, le prix immédiatement changerait et on ne verrait plus que cette denrée monte. Donc il y a une espèce de jeu qui fait que les marchés sont extrêmement agités, de telle sorte que le signal prix, on ne le voit plus. Alors, les gens, certaines personnes disent, alors dans ces conditions, il faut empêcher la spéculation. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a peu de temps, mais je pense qu'il faut savoir ce qu'on entend par spéculation. Si effectivement il y a des marchés qui sont libres et organisés, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'acheter s'ils pensent que le prix va monter et d'autres de vendre s'ils pensent que le prix va descendre. Donc, de même façon, un entrepreneur qui stocke du matériel, d'une certaine façon, c'est un spéculateur. Donc là, il y a un dosage qui n'est pas évident. Et puis, je pense aussi que sur des marchés spéculatifs, l'agitation est obligatoire. Non seulement elle est obligatoire, mais elle est d'une amplitude telle qu'il n'est pas possible, effectivement, de dégager une tendance. Alors, c'est vrai, non seulement pour le pétrole, mais c'est vrai pour toutes les grandeurs qui sont cotées sur les marchés, et c'est même vrai pour les ressources épuisables. C'est ça le point qui est très très important. Les ressources épuisables, le pétrole c'est le cas, mais toutes les grandeurs épuisables, les économistes au XIXe siècle et encore maintenant, ils pensent que le prix va monter et donc les différents acteurs économiques vont se détourner de cette grandeur qui devient de plus en plus chère et essayer au contraire de faire des fabrications avec des ressources meilleur marché. D'où le fait que la transition écologique serait spontanée et naturelle par l'économie. C'est déjà ce que pensait Auguste Walras, le père de Léon Walras, et c'est ce que pensent encore beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça, je pense que vraiment, c'est complètement faux. Quand une denrée devient de plus en plus rare, pour de multiples raisons, on continue à prospecter, les incertitudes sont croissantes, et en fait, c'est l'agitation qui devient croissante. Et la tendance, en fait, on ne l'aperçoit pas, de telle sorte que l'industriel n'est pas du tout aujourd'hui dans la situation que pensait Hayek. L'industriel ne voit rien, et donc son comportement est bloqué, figé. Il est comme un lapin dans les phares de la voiture. Il ne peut pas prendre l'initiative de changement parce qu'il n'a pas les signes pour ce changement. S'il fallait garder une image simplifiée de la finance néolibérale fondée sur les marchés financiers aujourd'hui, je dirais la chose suivante. Les marchés financiers sont comme un organisme de météorologie dont le système de prévision est en panne, mais qui a trouvé la bonne idée de vendre des parapluies, des imperméables, et des lunettes de soleil et des crèmes solaires. Ce sont les produits dérivés. Seulement, on ne sait toujours pas quel temps il va faire demain. Alors, ce qui est grave dans cette affaire, c'est que on ne voit plus on voit les prix bien sûr,
mais on ne voit plus les tendances des prix. Et ceci cache également les paramètres qui interviennent dans la fabrication des prix. Et en particulier, ça cache également tous les indicateurs environnementaux. Tous les indicateurs environnementaux, tous les indicateurs sur les surfaces exploitées, tous les indicateurs sur ce qui nous intéresse en ce qui concerne la biosphère est complètement gommé. Donc l'économie dirigée de façon top-down par les marchés financiers est une économie qui ne voit pas ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas coté dans l'économie. Alors, et j'en arrive à ma conclusion, parce que je vois qu'on me presse sur ma gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut que les chefs d'entreprise soient bien informés, il faut leur donner des informations qui ne passent pas par les prix. Ça veut dire qu'il faut qu'on rétablisse une certaine logique de la fonction publique et de l'État, ou bien qu'on se fonde sur des organismes indépendants pour indiquer des tendances, parce que c'est les tendances qui sont importantes, des tendances en grandeur physique, en grandeur biologique, en grandeur écologique, de telle sorte que les entrepreneurs puissent effectivement appréhender l'avenir autrement qu'en regardant les prix comme croyait pouvoir le faire Hayek. Et la conclusion, c'est que je crois que c'était une erreur historique de se fonder sur le théorème de Haro-Debreu pour organiser les marchés financiers, tout simplement parce que M. Haro et M. Debreu n'avaient pas pensé à l'agitation et à la volatilité. Je vous remercie.